zero. FRB, liftoff. Nice to be in orbit. Et nous revoici pour un premier épisode de Jet d'initiative, l'émission qui enfonce les portes ouvertes, mais qui huile les gonds d'abord, car nous huilons les gonds. Donc je suis Sandy Julien et mon acolyte frénétique, c'est Mike Croitoru. Lui, il se huile pas seulement les gonds, le Sandy Julien. La pudeur nous interdit de parler de tout ce qu'on suit là. On se oint le corps. J'entends. Donc aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va vous parler d'un super jeu de rôle qui s'appelle Tales from the Loop. On va vous parler aussi des émotions dans le jeu de rôle. J'entends plein de trucs derrière toi, Mike. C'est normal. D'accord. C'est pas des choses chez moi. C'est pour ça. Donc on va aussi relever les copies de la semaine dernière. La semaine dernière, on vous avait demandé de faire un petit exercice de maîtrise de jeu qui consistait à dire, voilà, vous êtes dans un scénario où les personnages doivent rechercher un indice qui est caché derrière une porte. Ils n'arrivent pas à ouvrir la porte parce que ce sont des gros blaireaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Alors, Mike et moi, on a choisi 2 réponses. Il y a eu beaucoup de réponses qui étaient vraiment très sympas. Et vous avez été nombreux à regarder Une réponse chacun. Une réponse chacun, pas 2 une réponses. réponse chacun. Alors, je donne la mienne en premier. J'ai pas regardé celle de Mike. Je l'ai enregistrée sur OBS. Et je vais vous donner déjà celle qui me plaît le plus, moi. Alors là, voilà. Donc, c'est celle de Christophe Jacquin. Un adversaire ayant entendu le bruit des différentes tentatives de forçage de porte ouvre la porte de son côté et voyant autant d'incompétence, décide d'arrêter la lignée des joueuses. La baston terminée, la porte est ouverte et la pièce peut être fouillée. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était super sympa, ça, cette façon de résoudre. Et puis ça introduit une péripétie. Ça ne facilite pas complètement la tâche des joueuses qui doivent quand même se sortir les mains des poches. Et donc voilà. Et alors, la solution qu'a préférée Mike, la voilà, donc je vais la découvrir avec vous. Tu la lis, Mike? Ou tu... Je vais essayer de la lire, si tu me demandes. Allez, on l'affiche. Alors, un de Sex Machina décalé qui permet aux joueurs de se dire il y a quelque chose qui tourne pas rond qui pourrait expliquer pourquoi on n'a pas réussi et de sortir les joueurs de l'idée qu'ils n'ont pas réussi, genre une mini-fée qui sort de sous la porte avec la clé en grand renfort, en grand effort, et se rendre compte que les PJ sont là et dit tiens, vous êtes là déjà ok, je peux ça là, au revoir. Et partant très vite pour visiblement éviter les questions. Et voilà, tout ça. Moi, j'ai trouvé ça très rigolo. J'aime bien le côté de la fée qui sort un truc complètement décalé, ça m'a fait rire. Ouais. Tous les cas, j'aime bien le truc où la porte s'ouvre en fait d'elle-même et qu'il se passe de quelque chose de l'intérieur. Donc c'est ça c'est les solutions que j'ai trouvées les plus rigolotes, j'ai bien aimé. Quand Alors, l'action des joueurs à l'échec a déclenché quelque chose de l'autre côté. alors, je propose d'attribuer... on avait dit qu'on attribuait 10 XP à chacun, c'est ça? Il me semble. Alors, je crois qu'on a dit qu'ils étaient ex aequo, je crois, il me semble. Ouais. Donc du coup, c'est 10 XP, c'est quand même beaucoup 10 XP. Hein, Ah, c'est 10 XP. Alors cette semaine, promis, on mettra ce que vous allez pouvoir faire avec les XP, notamment. Les XP vont vous permettre de nous poser des questions auxquelles on répondra en live, de nous imposer des défis rigolos ou ce genre de choses. Ça peut être assez sympa. Ça peut être aussi l'occasion de diffuser une photo de vous dans l'émission avec un petit message sympa. Là, par exemple, ça pourrait très bien être notre copain Julien Drouet qui nous explique que dans le magazine Curious, le magazine de Fabien Olicard, il y a ce mois-ci un joli sujet sur les jeux de rôle qui s'appelle Jeux de rôle, drôle de jeu, et qui est assez sympa pour présenter le principe des jeux de rôle. Voilà, donc il y aura une liste en fait de ce que vous pouvez, des façons dont vous pouvez dépenser les XP sur la page de Jet d'initiative. Nous vous invitons évidemment à vous inscrire sur la page de Jet d'initiative. Il y a aussi c'est la page Facebook. Hein. Il y a un groupe Facebook Jet d'initiative et puis il y a la chaîne YouTube où il y a la chaîne YouTube d'émissions. Une fois qu'après le live, elles ont été remontées comme il faut les mêmes bêtisiers à la fin. Voilà. Et voilà. Alors, et on va enchaîner avec le gros sujet du jour, c'est le jeu du jour. Alors, c'est Mike qui va nous présenter le jeu, donc de quoi vas-tu nous entretenir, Mike ?
Alors, on va parler de Tales from the Loop, qui est un jeu de chez Free Aliga en Suède à l'origine, et qui est publié en français chez Arcane Asylum. Alors, c'est un jeu où on joue des enfants qui ont entre 10 et 15 ans dans les années 80, mais pas les années 80 comme on les connaît nous. Il y a un petit, c'est dans une uchronie où il y a des robots, il y a des espèces de véhicules qui peuvent circuler dans les airs, mais pas des avions, hein. Il y a une sorte de force magnétique particulière. C'est un univers qui est inspiré de Simon Stahlenhag. Simon Stahlenhag, qui est un illustrateur, mais aussi il écrit en fait à la base, c'était un artbook dans lequel il y avait des nouvelles et il y avait des illustrations. Et donc le jeu s'en inspire directement, évidemment, sachant que ce jeu a donné lieu aussi, suite à ce artbook, à ce jeu de rôle, et ensuite à une série télé qui a démarré l'année dernière, et bien, tout simplement sur Amazon Prime Video. Je crois que c'est 6 épisodes, dont le final qui a été réalisé entre autres par Jodie Foster. Excusez du peu, c'est une série assez lente hein, pour le coup, mais avec une belle dynamique. Moi j'aime beaucoup. Donc, pour revenir au jeu de rôle, le jeu de rôle, donc, vous avez un livre de base dans lequel vous pouvez incarner 8 archétypes de personnages, d'enfants entre 10 et 15 ans. Je sais pas, les campagnards, l'intello, le métalleux, la star de collège, le sportif, etc. Donc excentrique là en l'occurrence. Et dans un supplément qui a été sorti qui s'appelle Les années 80, il y a 4 archétypes de plus dans lequel il y a le combinard, le frimeur, l'inventeur et le rôliste. Donc, dans ce jeu-là, en fait, on utilise des D6. On utilise des D6 pour pouvoir réussir une action. On additionne une carac avec une compétence. Et il faut faire au moins un 6 sur le dé pour pouvoir réussir. Et ce qui est intéressant après derrière sur le jeu, c'est que bien, si on fait plus qu'un 6, on a des effets bonus. Et par ailleurs, il y a une vraie, quand on va en lien avec l'émission précédente, la numéro 0, on parlait de la mécanique de l'échec. Eh bien, dans la mécanique, il y a 2 choses d'abord à retenir. Les enfants ne peuvent pas mourir dans ce jeu-là, c'est pas possible. Et si on échoue à une action, on a plusieurs possibilités pour pouvoir réussir néanmoins à relancer les dés pour essayer de réussir et à cocher un état du genre énervé ou des choses comme ça, qui vont vous donner une malus ensuite quand même. On peut utiliser sa fierté une fois par aventure, genre je suis l'enfant le plus intelligent du collège, et bien du coup vous pouvez obtenir une réussite automatique, ou sinon il y a la chance tout simplement, qui diminue avec l'âge, donc si vous avez 15 ans, ben, vous n'allez pas avoir beaucoup de chance, on puisse dire. Par contre si vous avez 10 ans, et vous allez avoir 5 points de chance, donc c'est le côté sympa. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce jeu? Que c'est un vrai coup de cœur, que je trouve que c'est un jeu où justement on fait la part belle aux émotions. Mais pour le coup, je crois que Sandy, tu voulais nous parler de la mécanique du scénario dans ce jeu-là. Absolument. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans Tales from the Loop, c'est que on peut, on a une vraie leçon de scénario, en fait. C'est une leçon de scénario qui s'exprime. Voilà, alors je vais vous montrer ça. Hop, là, on a des visuels du jeu. Là, vous avez des visuels de la France des années 80. Là, c'est les visuels du rôliste dessiné par Raja Subramanian, un très bon ami. Et là, vous avez l'explication, en fait, de la création de scénario dans Tales from the Loop. Alors, c'est une vraie leçon pour les maîtres de jeu débutants. Parce que on vous explique comment faire un scénario très très simple où il y a 3 indices en gros, et puis ces indices ils vont mener à une confrontation finale. Là par exemple, on a 2 styles de type de création de scénario où les indices s'enchaînent. Par exemple, le premier c'est l'indice 1 qui mène à l'indice 2 qui mène à l'indice 3 qui mène à la confrontation, et puis dans le deuxième style de scénario, on a des indices qui ne dépendent pas les uns des autres. On peut les trouver un petit peu dans un sens différent. Vous avez aussi voilà, d'autres formes de scénarios. Ça permet, si vous voulez, d'avoir une recette qui réussit à tous les coups et qui vous permet de faire un scénario un petit peu calibré, quoi. Alors, ce scénario, il va comprendre aussi ce qu'on appelle des comptes à rebours. Ça, c'est clairement un héritage de... et ça y est, j'ai oublié, Apocalypse World. Donc des comptes à rebours qui vous indiquent ce qui se passe dans le scénario au fur et à mesure. Là, par exemple, voilà, ça commence par un autre groupe d'enfants a volé un robot, les enfants sont découverts, la police essaie de les arrêter, etc., etc. Tout ça, ce sont les choses qui se
se passe pendant le scénario. Donc on a ce compte à rebours de l'action, puis vous avez aussi un compte à rebours de représailles si les joueuses ne réussissent pas à juguler le péril du scénario. Par exemple, les voleurs espionnent les enfants, ensuite les voleurs appellent les parents des enfants et leur mentent, et puis finalement les voleurs nuisent aux enfants. Donc il y a une gradation du péril qui fait que on va vers quelque chose de plus en plus périlleux. Voilà, donc hop, je remets là. Alors, moi, ce qui me plaît beaucoup, en fait, dans Tales from the Loop, c'est que, oui, le son, ça déconne un peu, c'est une grande aventure. Ce qui me plaît beaucoup dans Tales from the Loop, c'est cet aspect initiation qui ne s'adresse pas qu'aux joueuses, qui s'adresse aussi au MJ, qui lui explique comment on fait un scénario, comment on gère ça, et puis de façon très mécanique. C'est-à-dire que vous avez vraiment une recette qui marche à tous les coups. On ne vous dit pas, allez, tu mélanges un petit peu, tu vas à l'inspiration. Non, non, c'est vraiment, vous avez 3 indices. Vous avez des indices qui doivent être trouvés dans des lieux particuliers. C'est comme ça que ça fonctionne, et puis et pas autrement. Voilà. Comme disait Mike, il y a une mécanique d'échec qui est vraiment intéressante. Alors, c'est un jeu en plus qui se joue avec des dés à 6 faces. On n'a pas besoin de dés particuliers pour y jouer. Donc, il est vraiment très très intéressant de ce point de vue-là. C'est un jeu aussi qui fait la part belle aux émotions. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet de notre seconde partie, les émotions dans le jeu de rôle. Alors, les émotions dans le jeu de rôle, est-ce que c'est compliqué, Mike? C'est compliqué. Oui, quelque part, c'est compliqué parce que faut quand même dire une chose, quand on est un petit peu jeune adulte ou adulte, on a grandi dans une société où on nous explique que nos émotions, on doit les garder pour nous et qu'on ne va pas les exprimer parce que, vous voyez, hein, il ne faut pas faire de vagues, tout ça. Donc, on a souvent soit été habitué par la société à ne pas exprimer nos émotions et donc pas à les accueillir. Et ça peut être aussi un résultat de l'éducation aussi. Donc, du coup, c'est pas facile de s'autoriser comme ça à exprimer ses émotions en jeu. Et même parfois, quand c'est quelque chose d'assez fort chez nous, notamment dans l'éducation, c'est pas facile non plus de connaître ou de reconnaître les émotions. Donc, du coup, forcément, il y a un sujet qui est très important pour pouvoir amener les émotions dans le jeu, c'est d'avoir une bulle de bienveillance. Parce que les outils de sécurité émotionnelle, comme on dit de façon générale, mais c'est vraiment ça, moi je l'appellerais plutôt comme une bulle de bienveillance pour éviter d'avoir peur du jugement des autres et d'avoir peur d'être ridicule, tout simplement. Je pense que ça, c'est un sujet qu'on soit joueuse ou meneuse, pour que la table, les choses se passent et que les émotions puissent arriver à la table, il faut cette bulle de bienveillance. Je pense que c'est très important. Et du coup, après, on voit, une fois qu'on a cette bulle, on peut bâtir sur les émotions dans le scénario et donc les susciter de plein de façons. Par exemple, pour le MJ, par le biais de la description des scènes, par les réactions de ces PNJ. Et du côté des joueurs, en fait, en allant les interroger pour leur demander comment leur personnage se sent, en fonction des événements dans lesquels ils se retrouvent. Alors Voire éventuellement. Vas-y, je t'en prie. Justement, en ce qui concerne l'interprétation des émotions, on a demandé à quelqu'un de nous aider et de nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On a demandé ça à Sylphel. Je vais te donner 2-3 techniques express pour créer des émotions en jeu. Dès le début du jeu, quand tu crées ta fiche de personnage, tu peux déjà penser à augmenter la perméabilité émotionnelle entre le personnage et la joueuse. Par exemple, demande-toi quel est le plus grand rêve du personnage. Demande-toi quels sont ses plus grands doutes. Ça commence à poser un peu les bases des émotions en jeu. Pendant le jeu, tu peux faire plein de trucs. Tu peux demander régulièrement aux joueuses comment se sent ton personnage. Tu peux leur donner, pour les aider, une roue des émotions. Ça aide drôlement pour le vocabulaire et pour avoir des idées, pour exprimer comment son personnage se sent. Tu peux créer des objets de jeu. Tu peux faire des partitions de musique que tu peux jouer ensuite et qui rappellent un vieil air qu'une grand-mère passait à sa petite-fille, par exemple, dans un jeu. Tu peux utiliser tellement de techniques, en fait, que j'aurais du mal à te les résumer toutes ici. Par contre, oublie pas la sécurité émotionnelle parce que des fois on peut appuyer sur des points sensibles. Du coup, je te conseille de mettre une carte X, des lignes et des voiles. Voilà. Voilà,
C'était une chouette explication. Sylphel, on peut la retrouver sur son site internet qui s'appelle Dragons et Grenadines. Voilà, voilà l'adresse. On la mettra en lien sous la vidéo. Alors, nous, on a ce que tu disais, Mike, moi, ça me touche particulièrement parce que très longtemps, moi, je n'ai pas su et j'ai pas voulu exprimer d'émotions pendant les parties de jeux de rôle. Et c'est venu, en fait, grâce à Tales from the Loop où on a fait plusieurs parties. Et justement, ce que tu disais, c'est très juste. Il faut une atmosphère de bienveillance pour arriver à exprimer des choses qui sont un petit peu plus complexes que oh, je suis très énervé, je vais tuer le dragon. Hein. Et voilà. Donc ça, on l'a fait avec, en particulier avec un copain, et c'était très très intéressant de voir comment ça peut être passionnant de jouer une scène qui ne soit pas basée forcément que sur la réussite. Une scène qui soit basée par exemple sur l'expression des émotions, sur la façon dont on va interpréter le personnage. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'on va la jouer comédie française et puis qu'on va essayer d'exprimer des choses très très complexes et très très dramatiques. Ça veut dire qu'on est plutôt dans une scène un petit peu contemplative où on va dire on va essayer d'exprimer, c'est ce que disait Mike tout à l'heure, on va exprimer parfois des émotions qui sont difficiles à trouver. Donc cette fameuse roue des émotions, c'est quelque chose qui peut être très très intéressant parce que en tant que rôliste, moi j'étais habitué à des émotions qui étaient vraiment super primaires. Tu vois, je suis content, je suis en colère, et entre les deux, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Donc tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent et qui se font voilà, en toute bienveillance. Et peut-être que ça ne sera pas votre truc finalement d'exprimer les émotions. On a le droit aussi de jouer des parties où c'est pas quelque chose de particulièrement important. Alors, on a demandé à un copain qui nous est particulièrement cher, Benjamin Dibling, de nous parler lui aussi des émotions dans les parties de jeux de rôle. Salut à tous, merci Mike et Sandy pour l'invitation. L'émotion dans le jeu de rôle, tout petit sujet. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien susciter de deux manières à la table, soit à travers les situations des PJ, soit, et c'est de ça que je vais essayer de parler, à travers les PNJ qui vont croiser. Donc, quand je fabrique un PNJ, personnellement, je pars sur deux piliers. Le premier, c'est je vais fixer deux émotions, une majeure et une mineure pour la scène. Donc, je vais aller piocher dans ce qu'on appelle la roue des émotions, qui est une aide de jeu que j'ai toujours sous la main. Et ça peut donner des choses comme un personnage en colère et amoureux, prudent et jaloux. Et pour le second pilier, en fait, on dit que dans emotion, il y a motion, donc dans l'émotion, il y a du mouvement. On va aller ancrer les émotions qu'on a déterminées à travers le langage corporel du PNJ. Donc ça va être son regard, sa manière de se déplacer, de rentrer dans une pièce, ses mains, où est-ce qu'elles sont, donc dans sa poche ou dans le dos ou sur l'épaule d'un PJ. Voilà. Et avec ces deux piliers, en fait, ça va permettre de donner vie à un PNJ et d'amener un peu d'émotion à la table. Et ultime conseil qui va vous permettre de tout déchirer, c'est Voilà, moi j'ai un super souvenir de la partie qu'on a fait avec Benjamin à cause d'une scène particulière. Alors je vais vous la raconter parce que c'était vraiment super émouvant et ça tenait à un seul et unique détail. On était des enfants qui étaient qui étaient au bord de la mer et puis la maman d'un des enfants tient un camping et à un moment on la rejoint tous, on va l'aider et là Benjamin nous dit il nous dit voilà, vous rejoignez la maman, il l'interprète très bien comme une vraie maman super maternelle et tout, et il nous dit simplement qu'elle est en train de nettoyer le camping, et il nous dit qu'elle a une odeur d'eau de javel sur les mains. Et moi, ça m'a vachement ému parce que ça m'a fait repenser à ma maman à moi quand elle faisait le ménage, voilà. Et ce petit détail olfactif de rien du tout, rien que d'y penser, oui, ça me met le frisson en fait, parce que c'était super fort à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose de très, voilà, c'était prenant et ça aura été un des trucs les plus marquants que j'ai vécu en jeu de rôle, à un moment de m'éveiller à ce truc-là. Voilà. Alors, de la même façon, moi, dans cette même partie, parce que je pense qu'on a eu tous les deux le déclic avec Sandy au même moment, à cette partie que nous a maîtrisé Benjamin de Tales from the Loop, on avait une autre scène où à un moment, mon personnage était très triste, mais il ne savait pas l'exprimer, donc il était énervé, il a jeté son vélo, il a commencé à s'énerver sur le vélo.
Et du coup, ça a déclenché dans l'autre sens le personnage de Sandy, qui est un petit peu le chef de l'équipe, mais le grand frère, qui vient, qui se met à côté de moi, qui vient mettre son bras autour de mes épaules. Et il y a eu une vraie scène, à un moment, un silence, et ce que je trouve très difficile à exprimer, parce que dans un film, un silence peut faire passer plein de choses, mais par ce geste, en fait, il s'est passé justement ce petit instant de grâce, j'ai trouvé ça juste génial, et évidemment, ça a eu un effet d'apaiser mon personnage. J'ai trouvé ça super et c'est vraiment cette partie avec Benjamin, je pense, essendier pour moi, qui nous a éveillés aux émotions en tant que joueurs et du coup a mis l'accent sur aussi la façon dont on voulait faire en tant que MJ. Absolument. Voilà, c'était vraiment ça a été une belle expérience et à renouveler, on essaiera. Alors justement, Benjamin nous avait fait jouer son scénario qui s'appelle Au revoir mon ami, qui est paru, si je ne m'abuse, dans la France des années 80, donc un des suppléments français de Tales from the Loop. Préciser, moi je pense qu'il y a une porte d'entrée qui est pratique pour pouvoir amener les émotions dans le jeu, c'est justement d'incarner les enfants. Parce que il y a une distanciation qui est vachement, ça facilite l'expression de la distanciation de l'âge. Et donc jouer des enfants, si vous en tant qu'adulte joueur, vous vous autorisez beaucoup plus facilement à exprimer ses émotions parce que le personnage il est loin de vous en termes d'âge. Et un enfant, on favorise l'expression des émotions dans la société quand ils sont jeunes. Et donc, je trouve que ça aide. Et moi, je pense que c'est aussi cette combinaison-là dans la partie avec Benjamin qui a fait qu'on s'est aussi autorisé en dehors de la bulle de bienveillance. Je pense que si on veut avoir l'effet combo, il faut avoir la bulle de bienveillance et jouer des enfants pour démarrer, commencer à s'initier à l'introduction des émotions dans le jeu. C'est effectivement une super bonne méthode. Alors, étant donné qu'on vous a donné non seulement nos trucs, mais ceux aussi de Sylphel et de Benjamin, maintenant ça va être à vous de bosser. On va vous proposer une situation et puis on va vous poser la question traditionnelle. Alors, un des PJ est mort et on joue la scène de ses funérailles. Il faut trouver un moyen d'amener les joueuses à exprimer des émotions. Que faites-vous ? Voilà, comment est-ce que vous allez réussir à leur faire exprimer leurs émotions pendant les funérailles? Je me rappelle qu'on avait fait une très chouette partie de Star Wars où tu nous avais fait une scène de funérailles, Mike, qui était très sympa dans ce sens-là. Voilà. D'autres choses à Et rajouter? des événements forts en émotion comme cela, comme des funérailles, comme un mariage marche. Parce qu'il y avait une scène de mariage aussi qu'on avait fait qui était particulière, mais je pense qu'il y a des événements de la vie comme ça qui sont très forts. Il y a plus de chances aussi de pouvoir amener de l'émotion dedans, en fait, parce qu'ils sont l'événement lui-même est porteur d'émotion. Tout à fait, tout à fait. Et puis il y a des émotions qu'on connaît plus aussi. Il y a des émotions que, par exemple, qu'on n'a pas vécues. Et donc c'est difficile. Enfin, quand on arrive à notre âge canonique, on commence à avoir vécu 2-3 trucs. Mais, mais parfois il y a des émotions qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Donc à vous de nous dire comment vous amenez vos joueurs, vos joueuses à exprimer des émotions. Et puis, eh bien, on se retrouve dans 15 jours. On relève les copies et puis on attribue des XP et on pourra certainement en dépenser. Voilà. Dans 15 jours, toujours le mercredi à 18h, on se retrouvera pour un nouvel épisode de Jet d'initiative. Je me demande si ton micro est bien configuré parce qu'on entend beaucoup d'écho. Non, là, je parle vraiment. Mais là, tu vois, j'ai enlevé tous les traitements. Et donc là, je suis ma voix brute avec le micro brut. You sit on a throne of lies. C'est toi qui fais tout en fait aujourd'hui. Je glande rien. Et j'ai des gaufres. Tadam! I got the gaufre. Ah, je suis dégoûté. Il faut que je montre la gaufre parce que j'ai promis. Oui. Parce que j'ai promis. Et les gaufres, elles prennent de la place. Alors, je vais faire toute l'émission comme ça. Hop, petite hop. Ah, il faut que tu. On est en train de le perdre. Ah, mais tu. Merde. On voit ton cadre dans le mien. C'est la loose. Attends, c'est la loose ça, parce qu'il faut que je le. Sandy, je te tiens.
was born ready. Born to be alive. I was born. Oh, born to be alive. To be alive. Tu te rends bien compte que tout ça, ça va se retrouver dans le bêtisier, quoi. Ah, merde.